partout. Donc, du coup, on va enchaîner tout de suite, on fera la pause à 4h30. Hein, ça va pas le choix. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter Fiona Persillé parce que on se connaît bien. C'était une de mes anciennes élèves ici dans le département. Je l'avais suivie en stage à CETEC Environnement où elle faisait de la conception, on va dire, de déchetterie, de centre de tri. Et du coup, elle a mis un petit pied comme ça dans l'économie circulaire. Et puis, elle s'est spécialisée là-dedans. Et puis, elle revient ici avec, je pense, du plaisir pour présenter ces choses-là. Elle va intervenir en GI, c'est ça, en GI, l'année prochaine, justement, en tant qu'expert pour contribuer comme ça, à former les étudiants sur les problématiques environnementales à un niveau très opérationnel. Et puis, aujourd'hui, elle va pouvoir vous présenter un petit peu à la fois un peu son parcours et en même temps ce que c'est que le monde de l'économie circulaire concrètement. Et puis bon, c'est vrai qu'au bout de 3 jours, on arrive sur la fin des travaux de formation. On en a vu beaucoup de limites. Et sur ce qu'on peut en faire, voilà, elle va vous apporter encore quelques compléments. Merci Fiona. Pour la télécommande, pour pouvoir passer des slides, Parle fort. Pour pouvoir passer des slides, la télécommande, c'est... Là, j'ai pas comme ça. Ouais, les deux. Ok. C'est un truc à distance, si vous savez qu'ils entendaient pas un peu les questions dans la salle. Oui. Je pourrais les répéter si jamais il y a des questions. Quand les questions sont posées, notamment au fond de la salle, juste que tu les reformules, tu vois, avant de les répondre. Ok. C'est plus facile pour ceux qui sont à distance. Merci. Ok. Du coup, enchantée, Romain a présenté un peu mon parcours, mais je vais vous le représenter pour que vous voyez un peu comment je me retrouve d'une ingénieure mécanique à un moment être dans l'économie circulaire et la gestion des déchets. Moi, j'ai fait tout mon parcours à l'INSA. Je suis rentrée en premier cycle. Ensuite, il a fallu que je choisisse un département. Je ne savais pas trop quel département choisir. J'ai fait plusieurs milieux de promo. Je me suis dit, allez, le grand département de génie mécanique. À la base, je voulais faire de la biomécanique, donc plutôt travailler sur les êtres humains. Il s'avère que je n'ai pas trouvé de stage dans ce milieu-là, et donc je me suis plutôt orientée vers l'environnement, qui était aussi une sensibilité chez moi à ce moment-là. Et donc là, je me suis retrouvée en stage dans la conception de centres de tri, dans un bureau d'études qui s'appelle CETEC Énergie Environnement. Et là, je me suis rendu compte en fait que j'y connaissais rien en gestion des déchets. Je ne savais même pas qu'il y avait encore des déchets qui étaient enfouis en France. Je ne savais pas qu'on payait pour notre gestion des déchets. Je ne savais pas quel était le parcours de ma bouteille d'eau quand je la jetais, où est-ce qu'elle finissait. Et du coup, je me suis dit, en fait, ma formation de génie mécanique, elle est bien sympa, mais il me manque un petit truc. Du coup, je me suis orientée vers un master spécialisé en gestion, valorisation, traitement des déchets urbains, donc plutôt tout ce qui est déchets ménagers, nos déchets à nous en tant que citoyens. Ce qui m'a amené ensuite à faire un stage à l'Observatoire régional des déchets de la région Sud, où j'y ai passé du coup à peu près 1 an parce que j'ai continué ensuite en CDD. Et là, j'ai un peu plus découvert aussi la gestion des déchets en entreprise et notamment dans le milieu du BTP. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à être dans la gestion des déchets des entreprises et du BTP. Et donc, c'est plutôt ça. J'accompagne en fait des entreprises qui veulent faire des filières de valorisation. J'accompagne des collectivités qui veulent mettre des plans d'économie circulaire sur leur territoire, mieux gérer leurs déchets. Je fais aussi des formations auprès de diagnostiqueurs du bâtiment. Voilà, c'est un panel en fait d'activités assez variées qui me permet de toucher à plusieurs catégories de personnes, d'entreprises, de collectivités et qui du coup font que j'ai une vision assez globale de comment ça se passe actuellement dans le monde au niveau de la gestion des déchets. Et en fait, j'avais beaucoup de principes en partant de l'INSA et aujourd'hui, c'est quand même difficile de les appliquer dans mon activité qui est pourtant quand même quelque chose d'assez engagé à la base.
Mais du coup, je vais vous montrer un peu en fait comment ça fonctionne aujourd'hui, quelles sont les clés d'amélioration et les leviers que moi j'ai identifiés et les limites auxquelles je me confronte, et du coup, comment potentiellement la formation pourrait améliorer ça pour qu'ensuite on puisse faire changer le monde vers une meilleure gestion des déchets et une meilleure application des grands principes philosophiques de l'économie circulaire. Donc, du coup, je vais juste prendre ma bouteille d'eau. Du coup, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est un déchet. Ensuite, comment s'organise la gestion des déchets en France. Donc, moi, je travaille quasiment uniquement en France et puis un peu en outre-mer. Désolée. Quel est le traitement de ces déchets et comment ensuite on applique les principes de l'économie circulaire en entreprise. Donc déjà, j'ai deux premières petites questions pour vous. Je vais vous demander votre participation. D'abord, est-ce que ça fait quand pour vous, c'est un déchet? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Ouais. Ok. Là, sur cette photo actuellement. Ouais. Ouais, il ne sert plus. Il a l'air abandonné quand même sur le sol. C'est pas sa fonction. Il est passé de mode, il prend trop de place dans l'espace. Donc les gens ne vont plus l'utiliser parce qu'ils ont besoin de plus d'espace. Ouais, même en réusage, on aura du mal. Ouais. Un déchet. Oui. C'est une photo, par exemple, dans le cadre d'une installation d'art, il est utilisé, c'est pas un déchet. Une œuvre d'art. Effectivement. Mais c'est un bon plan, je trouve. Et la bouteille d'eau, du coup, est-ce que c'est un déchet dans le cadre de cette photo? C'est peut-être utilisé comme un instrument. L'outil de la froissée qu'on ne peut plus utiliser pour la re-remplir, ça le devient. S'il n'avait pas froissé, ça ne serait pas. Effectivement, là, dans ces deux photos, en fait, il y a deux notions que je voulais vous montrer qui sont un peu dans la définition du déchet. La première, c'est la notion d'abandon. Lorsque on destine un bien à l'abandon, qu'on ne veut plus s'en servir, que son détenteur veut l'abandonner, il est considéré comme un déchet dans la loi. Là, dans le cadre de la bouteille, elle ne peut plus remplir sa fonction pour laquelle elle a été fabriquée à la base, et elle devient aussi un déchet parce qu'elle ne peut plus remplir cette fonction. Donc ça, c'est deux notions un peu de qu'est-ce qu'un déchet. Oui. Je considère que chaque objet a plus de fonctions. Là, par votre avis, le déchet, c'est relatif à la fonction qu'on lui a donnée, et fonctionner une autre fonction, à tout le monde, c'est un déchet. Exactement, il y a une notion qu'on va voir un peu plus tard, qui est la réutilisation, où l'objet passe par un statut de déchet, mais il peut aussi en sortir, réglementairement parlant, en faisant de l'upcycling justement, ou une utilisation sous une autre forme. Mais là, à ce stade-là, on considère que c'est un déchet. Et en fait, ça peut être problématique en termes de notions législatives qu'on met sur le déchet. En termes de gestion, il peut être problématique parfois de sortir un déchet de son statut de déchet pour ensuite le réutiliser, notamment par exemple dans le bâtiment, où ça implique beaucoup de préparation. On va le voir un peu plus tard. Donc du coup, qu'est-ce qu'un déchet? Je reviens un peu sur l'histoire du déchet. Donc à la base, ça n'existait pas vraiment. Ce qu'on considérait comme des déchets, c'était plutôt les encombrements de voirie. Tout ce qui était dans la rue et qui dérangeait. Ce qu'on faisait au début, c'est qu'on les repoussait, qu'on les mettait sur le côté. Ensuite, on a voulu les invisibiliser, comme on en a parlé tout à l'heure dans le numérique. Les déchets, on ne veut souvent pas les voir, ce n'est pas notre problème. Là, dans ce cas-là, on a considéré qu'on les mettait loin de la ville et on ne les voyait plus. Et puis après, en fait, dans les temps modernes, on s'est rendu compte que c'était à la fois une menace sanitaire, mais aussi une perte de matière utile.
Et là, il y a eu tout un montage, par exemple, un secteur d'activité qui s'est monté qui s'appelait les chiffonniers, où ils se sont mis à récupérer tous les chiffons pour en faire du papier. On a commencé à récupérer les boues pour les mettre dans l'agriculture et avoir une gestion un peu raisonnée en termes de déchets pour les utiliser comme de la ressource et y faire assez attention pour aussi pas développer le risque sanitaire. Et puis ensuite, en fait, les quantités ont continué à augmenter. C'était plus vraiment gérable avec le système qui s'était un peu monté. Et du coup, là, on a considéré que le risque sanitaire. Et donc là, on a radicalisé l'élimination. Ce qui était devenu de la ressource redevient du déchet. Et on élimine tout. Donc, à cette époque-là, on met tout dans des grands trous, encore loin des villes, et des trous, du coup, de plus en plus grands. Et puis, les 30 Glorieuses, une augmentation encore des déchets avec la société des consommations. On commence à se poser des questions sur comment on peut s'en débarrasser. Donc là, il y a eu le grand boom des incinérateurs. On pouvait les brûler. Du coup, c'était bien, on ne les voyait plus. Bon, il s'avère que les incinérateurs, il y a beaucoup de risques sanitaires, risques environnementaux qui en ressortent. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux écologiques. Il y a eu le rapport Meadows qui est sorti en 1972, encore une croissance des flux. Et là, on s'est dit, bon, il vaut mieux prévenir, essayer de moins produire de déchets, moins consommer et de mieux les valoriser. Donc là, on a essayé d'axer un peu plus sur ça. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on réfléchit à tout ce qui est prévention, valorisation, et aujourd'hui, on n'est toujours pas au top du top. Mais aujourd'hui, on est rentré dans tout ce qui est économie circulaire, économie des ressources, et on se dit que c'est la clé du coup pour notre problématique des déchets. Donc, comme je vous disais, les déchets, c'est toute substance ou tout objet, plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Il faut savoir que dans la loi aussi, on a l'obligation, lorsque, par exemple, on trouve de l'amiante dans un bâtiment, de devoir le traiter comme un déchet et de trouver une filière de valorisation, d'élimination qui soit appropriée. On n'a pas le droit de juste le laisser dans la rue comme ça. Dès qu'on en trouve, c'est obligé de le traiter. Dès qu'on veut se défaire d'un objet, ma bouteille plastique, je ne peux pas la jeter juste dans la rue, je dois la jeter dans un système qui est approprié. Je vous ai mis les quantités de déchets qui sont produites en France. Donc là, c'était en 2017. C'est des proportions qui changent assez peu. On a toujours une très grosse proportion des déchets de construction. Parce que dans la gestion des déchets, on compte en masse, en tonnes. Et il s'avère que les déchets de construction sont très pondéreux. Il y a beaucoup de déchets très lourds, des cailloux, des inertes, qui font que le poids des déchets de construction est assez important. Ensuite, on a les déchets d'activité économique, donc là, qui comprend tout ce qui est industrie, commerce, agriculture, etc. Et puis, tout en bas, vous voyez les collectivités et nos ordures ménagères à nous. Ces quantités, elles ont augmenté et elles rebaissent un peu, peut-être dû à des crises économiques qu'on a pu subir, parce que souvent, la production de déchets est liée à la croissance économique. Comme je vous ai montré un peu avant, les 30 Glorieuses, on a eu beaucoup de production de déchets. Et en fait, on suit toujours à peu près la même courbe. La courbe de production et la courbe de production des déchets, c'est à peu près la même. Et donc, on en arrive en ce moment à ce schéma-là. C'est quelque chose qui reste assez constant actuellement. Dans les déchets, on parle de quoi? C'est 3 grandes catégories qui sont définies au niveau européen. Il y a les déchets inertes, c'est tous ceux qui peuvent subir aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Donc tout ce qui est terre, pierre, béton, briques, verre, etc. Il y a les déchets non dangereux, c'est tous ceux qui ne sont pas dangereux, donc qui ne sont pas inertes,
mais qui ne sont pas dangereux. Comment on définit un déchet dangereux? C'est selon 15 propriétés spécifiques qui sont définies au niveau européen, qui sont relatifs à la toxicité pour l'humain, mais à la toxicité aussi pour l'environnement ou des risques d'inflammation, de corrosion, etc. Et donc, on m'a posé dernièrement la question de pourquoi le plastique n'est pas classé comme un déchet dangereux et on le classe comme un déchet non dangereux. C'est qu'actuellement, on considère qu'il n'a aucune de ces 15 propriétés et donc il ne va pas rentrer dans la catégorie des déchets dangereux. Ils sont aussi classés selon des catégories, un code à 6 chiffres, enfin, c'est très réglementé au niveau européen. Et en fait, toutes ces classifications, ça implique une certaine traçabilité et un certain traitement qui est dédié au type de déchets. Donc, par exemple, sur les déchets dangereux, on aura une implication de beaucoup plus de traçabilité. On va beaucoup plus suivre ces déchets parce qu'ils auront un risque beaucoup plus important sur la société. Donc, comment ça se passe en France? En France, on a aussi le principe de responsabilité du producteur ou du détenteur de déchets. Lorsqu'on va produire un déchet, on est responsable jusqu'à la fin de sa vie de sa valorisation ou de son élimination. Vous allez me dire, vous, quand vous jetez une bouteille d'eau, vous l'achetez dans la poubelle et puis c'est fini, vous ne savez pas trop ce qu'on en fait. Effectivement, parce que actuellement, nous, en tant que citoyens, on transfère notre responsabilité directement à la collectivité qui, elle, a le devoir de se charger de la bonne valorisation, de la bonne élimination de nos déchets. Elle a deux compétences assez distinctes. La première, c'est la propreté. Donc ça, c'est plutôt généralement les communes qui s'en chargent. C'est tout ce qui est ramassage des déchets dans les rues, des déchets de voirie, rendre propre les communes. Et moi, ce sur quoi je travaille plus, c'est la gestion des déchets à partir du moment où vous jetez vraiment les déchets dans un contenant, comment il est traité par la suite. Parfois, on peut avoir un peu des conflits entre propreté et gestion des déchets parce que si, par exemple, un déchet est tombé juste à côté de la poubelle, est-ce que c'est au service propreté ou est-ce que c'est au service déchets de s'en charger? On ne sait pas trop et souvent, comme le service de gestion des déchets, c'est la collectivité, donc la métropole, la communauté de communes qui s'en charge et la propreté, c'est plutôt la commune. Si elles ne sont pas du même bord politique, la bouteille plastique qui est tombée à côté de la poubelle, elle peut rester là en fait ad vitam aeternam parce que personne n'a considéré que c'était dans son périmètre. Donc ça, c'est un peu c'est assez politique. Au niveau des tonnages du coup qu'on a en tant que ménage, je vous ai mis un petit graphique des différentes collectes de déchets ménagers hors déchetterie. Si on prend avec les déchetteries, en gros, c'est un peu plus de 500 kg par an et par habitant de produits. Si on prend seulement la poubelle grise, la poubelle d'ordures ménagères résiduelles, on appelle ça comme ça, c'est tout ce qui n'est pas tout ce que vous ne mettez pas dans la poubelle jaune ou dans la déchetterie. On a à peu près cette répartition. Donc, on voit encore qu'il y a certaines matières qui sont censées se retrouver dans des collectes plutôt sélectives qu'on retrouve encore dans la poubelle, comme les plastiques, les verres, les métaux, les papiers cartons, les textiles. Et après, tout ce qui est putrescible, ça dépend un peu des collectivités. Dans les putrescibles, on peut mettre les biodéchets, par exemple, mais selon les collectivités, elles ne sont pas forcément collectées à part. Ensuite, au niveau des entreprises, comment ça se passe? Alors, une entreprise, lorsqu'elle produit des déchets, elle a plusieurs choix. Il y en a 4. Soit elle se charge elle-même d'éliminer ses déchets. À ce moment-là, elle doit pouvoir prouver au service de l'État qu'elle élimine bien de manière correcte ses déchets. Soit elle peut passer par les services de la collectivité en payant une taxe qui est définie. Soit elle peut faire directement appel à un prestataire privé, donc Paprec, Suez, Veolia, pour ne citer que les plus gros. Soit elle transfère sa responsabilité donc, à un éco-organisme, une filière de responsabilité élargie du producteur. Ça, c'est un grand principe
qui est basé sur le principe pollueur-payeur, qui est un principe européen. Donc, je vous ai dit que quand on produisait un déchet, on a la responsabilité de son élimination. Ici, lorsqu'on produit un déchet qui fait partie du périmètre d'un de ces éco-organismes, on paye une taxe, ce qu'on appelle l'écotaxe. Souvent, on les retrouve sur les meubles, par exemple, sur les produits électroniques. On va payer cette taxe et ensuite, cet argent va servir à bien traiter le déchet une fois que le produit sera jeté et considéré comme déchet. Là, je vous ai mis des grands éco-organismes qui sont utilisés par les entreprises. Vous, je pense que l'éco-organisme que vous pouvez connaître au niveau ménager, c'est plutôt Citeo qui s'occupe des emballages. Là, c'est un fonctionnement directement avec la collectivité. Et du coup, au niveau des choix qui sont faits par les entreprises, on peut voir que les principales entreprises passent par des prestataires, donc, qui peuvent être des prestataires de la responsabilité élargie du producteur ou directement des prestataires privés. Et il y en a encore quelques 3% qui passent par les services municipaux. Ça, c'est ce qu'on arrive à évaluer parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui considèrent que, comme les ménages, elles peuvent jeter directement dans les services municipaux sans avoir à payer de taxes, notamment quand on a des gros points d'apport volontaires. On voit souvent des commerçants qui peuvent apporter directement leurs déchets dedans. Et donc, c'est ce qui fait que c'est assez compliqué d'évaluer en fait quelle quantité de déchets on a dans le secteur des entreprises. Quelle quantité vraiment réelle il y a. On arrive juste à calculer celles qui sont ramassées par tout ce qui est prestataires ou reçues directement sur les lieux de traitement. Et donc, ça donne à peu près ça. Ouais. Oui. Comment? Ouais. J'ai pas compris ce que ça peut être ça se en gros, il y a plusieurs schémas qui sont possibles, mais l'entreprise va directement rentrer en contact avec l'éco-organisme et contractualiser avec lui. Et l'éco-organisme va s'occuper de lui mettre à disposition des prestataires. Et à partir du moment où c'est pris par le prestataire, la responsabilité revient juste à l'éco-organisme que le déchet soit bien traité. Et du coup, l'entreprise s'est débarrassée de sa responsabilité. Le prestataire privé, tu dois lui demander à la fin un document qui te dise qu'il a bien amené jusqu'au centre de traitement de valorisation ton déchet. Du coup, ça, c'est ce que fait l'éco-organisme, il peut s'assurer que ça atteint jusqu'à la différence. Exactement, oui. Ouais, c'est totalement ça. Mais en fait, c'est surtout pour montrer qu'il y a une décharge de responsabilité et que l'entreprise, à partir du moment où elle a fait ça, c'est plus son problème, quoi. Du coup, comme je vous disais, c'est assez compliqué d'évaluer les tonnages des entreprises. On peut les évaluer par secteur d'activité économique, mais on les évalue beaucoup moins par catégorie de déchets. Pour l'instant, ce qui est utilisé, c'est une caractérisation qui a été faite en 2004 par la CCI de Toulouse et qui est ensuite extrapolée par les observatoires. Bon, c'est une caractérisation qui date de 20 ans, qui est peut-être plus d'actualité, qui était valable sur le secteur de Toulouse, mais qui n'est peut-être pas valable partout en France. Donc, c'est des données qui sont un peu biaisées et difficiles à utiliser du coup après. Après, concernant le BTP, on a quand même un suivi qui est un peu plus important. Chaque chantier doit pouvoir s'assurer que tous ces déchets sont bien traités à la fin et récupère ce qu'on appelle les bordereaux de suivi déchets et a l'obligation de les transmettre à l'État. Et là, du coup, on arrive un peu plus à évaluer quelle quantité de déchets il y a eu. Non. Il y a des grandes lois. Après, en termes de sanctions pénales, il n'y a pas grand-chose qui est fait. En termes de suivi, la police environnementale est quand même pas très efficace actuellement. Ouais.
Du coup, au niveau du traitement des déchets, tout se base un peu sur le grand principe de la hiérarchisation des modes de traitement. Donc, c'est un grand principe qui a été exposé dans la loi européenne en 2008. On essaye au maximum de prévenir et donc d'éviter les déchets. Donc là, c'est tout ce qui est action de prévention. Au niveau des citoyens, on peut voir les stop pubs, par exemple, sur les boîtes aux lettres. On a tout ce qui est compostage pour les biodéchets. En gros, éviter de produire au maximum des déchets pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la boucle de gestion des déchets ensuite. Ensuite, il y a le réemploi. Ça, on le retrouve beaucoup dans le bâtiment actuellement. On essaye de plus en plus de déconstruire des bâtiments plutôt que de les démolir pour pouvoir réemployer directement des matériaux d'un chantier à un autre. C'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. On retrouve aussi le réemploi, par exemple, sur Le Bon Coin. C'est une forme de réemploi des matériaux. Ensuite, il y a la réutilisation. Donc, comme je disais tout à l'heure, le matériau passe par un statut de déchet. Ça veut dire qu'il va dans une installation où il est voué à être traité comme un déchet à la base. Le producteur s'en est totalement séparé, il l'a abandonné. On peut lui trouver une deuxième vie qui ne va pas être forcément la vie pour laquelle il a été conçu à la base, à la différence du réemploi. Et là, on a de la réutilisation. Ensuite, il y a le recyclage, par exemple du bois qui peut être broyé et puis recyclé en panneau de bois. La valorisation matière, ça c'est tout ce qui ça concerne principalement les déblais qui sont utilisés en remblaiement de carrière, par exemple. On considère que c'est de la valorisation de matière. Ensuite, il y a la valorisation énergétique, donc tout ce qui est incinération, chaufferie avec récupération d'énergie à la fin. Et puis l'élimination, donc là, l'élimination, on est plutôt sur l'incinération sans récupération d'énergie ou du stockage. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, quand je jette un déchet, en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise, je le jette dans un équipement de pré-collecte, donc un bac, un sac, un point d'apport volontaire dans la rue. Ensuite, il est collecté, donc il peut être collecté par différents modes de collecte. Je peux aussi directement l'amener en déchetterie, où là, c'est un point de collecte direct. J'ai essayé de trouver des données sur la quantité de déchets qui n'est pas collectée, qui sort de ce schéma traditionnel, plutôt donc, qui est considéré en tant que déchets sauvages. Il y a un ratio moyen qui a été estimé sur 13% de collectivités qui ont été contactées. Donc, je ne sais pas exactement combien de collectivités ont été contactées, mais je pense qu'à la fin, on arrive à un ratio assez petit. On considère qu'en gros, il y a 21 kilos par an et par habitant qui ne sont pas collectés dans le service public, dans le service de gestion des déchets, et qui, du coup, se retrouvent dans la nature. Et ensuite, du coup, après la collecte, le déchet peut aller soit vers une plateforme de massification ou de tri, où là, si plusieurs types de déchets sont en mélange, ils vont être séparés les uns des autres pour être ensuite envoyés vers des filières de valorisation ou d'élimination, ou sinon, il peut directement passer par une filière de valorisation ou d'élimination. Sur tout ce qui est collecte sélective, donc la poubelle jaune, on estime qu'il y a environ 7 à 24% de refus. Donc, les refus, c'est tout ce qu'on considère qui ne peut pas être valorisé à la fin, qui sont du coup envoyés en élimination. Donc, tout ce que vous mettez dans votre poubelle jaune, en moyenne, il y a 7 à 24% qui sont ensuite envoyés en élimination. Donc là, je vous ai mis un peu les graphiques des destinations des déchets en fonction d'abord des ménages, les déchets des ménages, ensuite les déchets non dangereux de l'industrie et les déchets non dangereux du commerce. Il y a encore plein d'autres graphiques qui existent, c'est dans le rapport des données de l'ADEME de 2020. Si jamais vous voulez creuser un peu plus, c'est assez intéressant.
Et donc, dans les déchets ménagers, il y a 22% qui sont envoyés en stockage, en élimination. C'est encore un chiffre qui est assez haut, mais c'est quand même assez encourageant. On considère dans la loi que tout ce qui a le droit d'être envoyé en stockage, c'est ce qui ne peut techniquement et économiquement, dans les conditions du moment, pas être valorisé autrement. Donc normalement, un carton super propre que vous jetez dans votre bac jaune, il sera forcément valorisé, à moins qu'il y ait un problème économique ou technique sur le territoire à ce moment-là. Donc, je vous parle d'élimination depuis tout à l'heure. Ça ressemble à peu près à ça, en fait, un centre de stockage. C'est un grand trou avec des géotextiles et puis on entasse cube par cube les déchets. Il y a 3 types de centres de stockage qui existent, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction des 3 catégories de déchets qui sont définies au niveau européen. Donc, des déchets inertes, des déchets non dangereux et des déchets dangereux. Il y en a beaucoup pour les déchets inertes. C'est souvent, ça peut aussi être des anciennes carrières qui changent de statut et qui deviennent des installations de stockage de déchets inertes. Il y en a beaucoup plus parce que les déchets inertes, généralement, on les déplace aussi beaucoup moins. On ne va pas aller dans un endroit très loin pour déplacer des déchets inertes parce qu'en termes de consommation énergétique, en fait, ce n'est pas du tout intelligent. On a les installations de stockage des déchets non dangereux. Il y en avait 400 en 2000. Il y en a plus que 218 en 2016. Ça, c'est dû à la réglementation, aux différentes lois qui sont passées. On essaye de ne pas réouvrir d'installation de stockage de déchets non dangereux. Une fois qu'il y en a une qui est fermée, elle est fermée, on n'en réouvre pas. Et ça, c'est dans l'objectif de pouvoir booster les filières de valorisation et d'essayer d'en développer de plus en plus. Et enfin, il y a 14 installations de déchets dangereux. On retrouve par exemple de l'amiante, tout ce qui est résidus de fumée d'incinérateurs. Voilà, il y en a assez peu parce que la quantité de déchets dangereux aussi est assez faible. Ce stockage, il a un coût, du coup, qui est assez peu important pour tout ce qui est déchets inertes. Qui est un peu plus important pour tout ce qui est déchets non dangereux et qui est très important pour tout ce qui est déchets dangereux parce que ça coûte très cher en termes de traitement, en fait, de traiter des déchets dangereux en stockage. Et à ça s'ajoute une taxe qui, entre 2019 et 2025, triple. Pourquoi elle triple? Pour rattraper en fait tout le retard qu'on a sur les autres pays européens. Il y a beaucoup de pays européens qui ont beaucoup de restrictions sur l'élimination en augmentant un maximum le prix de ces filières pour que les entreprises n'y aient plus recours. Et donc, on est en train de faire la même chose, ce qui pousse justement à booster aussi les filières de valorisation. Et je vous ai mis une petite astérix. Les données économiques que je vous donne ici, c'est des données économiques que moi j'ai utilisées sur mon territoire, donc à Marseille, que je les ai utilisées l'année dernière en juin. C'est peut-être plus les mêmes aujourd'hui, c'est peut-être pas les mêmes à Strasbourg, c'est peut-être pas les mêmes en Bretagne, parce que ça dépend vraiment de quelles filières de valorisation se sont développées sur le territoire et dans quel contexte on est. Par exemple, sur des territoires qui ont très peu d'installations de stockage de déchets non dangereux, ces installations de stockage de déchets non dangereux peuvent mettre un prix très important parce qu'elles ont le monopole. Ensuite, on a toutes les filières de valorisation énergétique. Donc, je vous disais tout à l'heure, votre poubelle grise, suivant le territoire où vous êtes, par exemple, si vous êtes ici, elle ne pourra jamais se retrouver en incinération. Elle se retrouvera plutôt du coup en installation de stockage, comme je vous ai présenté avant. Mais sinon, généralement, ils sont plutôt envoyés vers l'incinération avec récupération d'énergie, qui peut alimenter ensuite les réseaux urbains de chaleur. On a ensuite, pour tout ce qui est bois, les chaufferies.
Et un petit nouveau dans le milieu des déchets, c'est le combustible solide de récupération. Je vous disais que dans les centres de tri, il y a 7 à 24% de refus de tri. Et ben maintenant, on essaye d'en faire quelque chose de ce refus de tri parce qu'on essaye de ne plus l'envoyer justement en stockage. Donc, on essaye de le broyer pour qu'il puisse rentrer dans les chaufferies et les cimenteries. Il doit avoir un PCI qui est compris entre certaines valeurs et répondre à différents tests au niveau des matières qu'il contient. Et du coup, on considère ça actuellement comme de la valorisation énergétique et c'est un peu la réponse au problème du monde industriel. Donc, on disait tout à l'heure, le monde actuellement pense qu'il y a toujours une solution après, qu'on peut toujours faire améliorer la technologie pour ensuite pouvoir produire plus. On retrouve en fait ça dans les déchets totalement. Là, on se dit que finalement, on arrive à traiter tous les déchets en n'ayant presque plus besoin de toutes ces installations de stockage, mais en fait, ça cache un peu le problème du fait qu'on produit beaucoup trop de déchets et qu'il y a beaucoup trop de matières différentes en fait, dans nos déchets qu'on ne sait pas traiter. Et finalement, les filières de valorisation en biogaz, méthanisation de tout ce qui est déchets organiques, donc nos biodéchets, les déchets verts et puis tout ce qui est bout de station d'épuration. Question sur ces valorisations énergétiques. Ouais. J'entends très souvent parler de méthanisation ouais. Et très très rarement de pyrogazéification qui s'applique à d'autres matériaux. Qu'en est-il? Est-ce que c'est anecdotique dans le industriel ou est-ce que c'est en cours de développement ou est-ce que c'est purement théorique? Pour voir les subventions de l'ADEME, dans mon métier, j'aide aussi les entreprises à répondre aux subventions de l'ADEME. Ce n'est pas du tout encouragé actuellement à ce niveau-là et donc ça porte à… Enfin, on peut penser que ça ne va pas être le développement des futures années. Après, la pyrogazéification, on la retrouve beaucoup dans les combustibles solides de récupération parce que c'est une forme de valorisation des combustibles solides de récupération. Peut-être que ça va se développer à ce niveau-là, mais pour l'instant, c'est plutôt la méthanisation et encore, ça dépend des territoires. C'est pas seulement le dire, je sais que par exemple, pour retraiter, pour récupérer les métaux dans des déchets électroniques, un truc qui est bien, c'est de se débarrasser de la résine par pyrogazéification et puis après, ce qui reste, retraite. Ouais, après, peut-être sur des filières très techniques que je ne connais pas forcément, il y a peut-être que ça se développe en interne aussi, peut-être des entreprises. Justement, cette question. J'ai pu passer des projets comme ça, de start-up qui voulaient travailler là-dessus. Je n'ai pas du tout l'impression que ce soit industrialisé. Non, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt des pilotes. Et du coup, au niveau des filières de valorisation, donc il y en a beaucoup qui se sont développées, qui existent aujourd'hui sur le territoire. Au niveau des déchets inertes, donc je vous parlais du remblaiement de carrière, il y a eu tout ce qui est concassage des bétons, on revalorise des enrobés dans des enrobés. Au niveau des déchets dangereux, on sait très bien recycler le carton et le papier, on recycle bien le plâtre aussi, on composte les déchets verts. On utilise du bois en chaufferie, on utilise du bois en panneaux, on refond des métaux, on sait très bien recycler certains types de plastique. Dans le bâtiment, on sait très bien recycler le PVC par exemple. On composte les biodéchets. Au niveau des déchets dangereux, il y a tout ce qui est régénération des fluides frigorigènes. On a un nouveau traitement qui est en train de sortir au niveau de l'amiante. Puis, il y a certaines filières qui sont en cours de développement. Moi, je vois beaucoup le démantèlement de fenêtres pour pouvoir récupérer les différents matériaux qui composent une fenêtre et pouvoir les valoriser. Donc, on casse le verre, on récupère le PVC, on récupère le bois, on récupère l'aluminium. Le recyclage des isolants aussi, ça se développe de plus en plus au niveau de la laine de verre, par exemple, du côté de Saint-Gobain. Et le recyclage des plastiques qui sont actuellement difficiles à recycler. Il y a beaucoup d'investissements de ce côté-là parce que c'est une matière qui est très chère. Et donc, en fait, ça se développe pas mal.
Et puis, il y a quelques filières qui sont assez originales que je vous ai mises ici. Il y a Circuleg qui récupère les œufs des industries agroalimentaires pour en faire des produits pour l'alimentation animale. Trotec aussi qui fait ça, mais pour toutes les autres en fait, matières qui viennent de l'industrie agroalimentaire. Circulaire qui recycle tout ce qui est pots de peinture pour en refaire des nouvelles peintures. Et Carbios qui fait de la dépolymérisation de plastique pour en refaire des monomères, pour refaire des plastiques. Et du coup, les entreprises qui font ça aiment bien sortir dans les journaux, se vanter de tout ça. Saint-Gobain, en ce moment, est à fond sur ça. Au niveau des éoliennes, ça se bouge beaucoup au niveau du recyclage des pales d'éoliennes, parce qu'actuellement, on ne le faisait pas. Mais il y a encore quand même de nombreuses failles. L'efficacité de la valorisation matière, du recyclage, c'est pas le top du top. On a beau voir sur l'article de Saint-Gobain qui valorise 100%, c'est pas vrai. Parce que pour l'instant, déjà, le tri à la source, la récupération de ces matériaux, soit c'est pas du tout réalisé, soit c'est pas assez bien réalisé. Par exemple, quand Saint-Gobain veut récupérer de la laine de verre pour la revaloriser, s'il y a trop d'eau ou trop de poussière, ça partira directement en élimination. Donc, Saint-Gobain se vante beaucoup de revaloriser la laine de verre. Dans les faits, il revalorise principalement les chutes de sa propre production dans sa propre production. Il ne récupère pas ce qu'il y a sur le chantier, à moins que la laine de verre soit vraiment très, très propre. Ce qui arrive vraiment très, très peu sur les chantiers. Ensuite, on a une consommation énergétique qui est parfois plus importante en fait que juste envoyer les déchets dans un grand trou. Du coup, quand cette consommation énergétique est trop importante, si on prend le bilan carbone total de la valorisation des déchets, parfois ça fait un peu peur et on se dit qu'il vaudrait mieux pas le faire. Il y a des matériaux de plus en plus complexes. Là, je vous ai mis une image de Monsieur et Madame Recyclage. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ils font beaucoup d'infographies comme ça, où ils montrent un peu l'absurdité en fait, de la production actuelle, parce que c'est clairement pas recyclable. Il y a deux petites parties ici qui sont recyclables, c'est le bouchon en PEHD et le carton. Et tout ce qui colle et les plastiques qui sont autour, c'est pas possible de les recycler parce que c'est beaucoup trop lié. Et il n'y a aucune capacité technique actuellement qui est capable de les recycler. Et puis, en fait, le recyclage, en termes de propriétés techniques, ce n'est pas toujours la folie. Au niveau du papier, on considère qu'une fibre de cellulose, elle est recyclable 8 fois et ensuite, elle perd ses propriétés techniques. Le plastique, généralement, c'est recyclable 2 à 3 fois en moyenne. Et donc, en fait, le recyclage, la valorisation matière, c'est clairement pas la solution à tous nos problèmes en termes de gestion des déchets. Et donc maintenant, moi, en connaissant tout ça, j'essaye de faire changer quand même quelques entreprises pour qu'elles aillent vers plus de valorisation, parce que déjà, il y en a certaines qui font absolument rien. Il y en a certaines qui ne savent absolument pas où vont leurs déchets et qui s'en foutent. Parce qu'elles n'ont aucune sanction, il n'y a pas beaucoup de contrôle et donc elles n'ont pas à s'occuper de ça. Et du coup, parfois, il y en a certaines qui font appel donc à un bureau d'études comme celui dans lequel je travaille pour pouvoir les aider à mieux comprendre parce qu'il y a tellement de lois, tellement de choses à faire aussi et elles ont pris tellement de retard que pour l'instant, elles ne savent pas quoi faire. Donc, l'économie circulaire, je pense que vous avez déjà dû voir du coup ce petit schéma pendant le séminaire. Mais du coup, ça repose sur plusieurs piliers qui sont l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'éco-efficience, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage et le recyclage. En soi, si on répondait super efficacement à tout ça, ça serait l'idéal, mais dans les faits, il y a toujours en fait des choses qui sortiront de ce cercle, en tout cas dans le mode de production dans lequel on est aujourd'hui.
Et du coup, moi, je m'appuie sur certains leviers quand même pour pouvoir faire changer les choses en entreprise. Le premier levier, en fait, ce qu'il faut comprendre dans les entreprises, c'est que la première chose qui les intéresse, c'est où est-ce qu'elles vont gagner de l'argent. Et en termes de gestion des déchets, on peut gagner de l'argent. Quand on fait mal les choses, on en perd beaucoup. Donc, déjà, en optimisant les matières, en revoyant le mode de production, on peut récupérer de la matière pour pouvoir la réintégrer directement dans le processus de production. Et du coup, on n'a pas à la traiter en tant que déchet et à devoir payer pour faire traiter ce déchet. Ça donne aussi une image de marque. Je vous parlais de Saint-Gobain. En ce moment, image de marque de ouf parce qu'ils arrivent à recycler pas mal de choses. Quand même. Enfin, ils font beaucoup de choses en off qui ne sont pas très bien, mais ils arrivent quand même à recycler certaines choses. Et du coup, ça peut être un atout commercial. Et puis, ça peut être de nouveaux marchés à explorer, de nouvelles filières à développer. Ensuite, le deuxième levier, c'est le levier réglementaire. Certes, si aujourd'hui les sanctions ne sont pas appliquées, dans la loi, on peut appliquer des sanctions. Et donc, si un jour les services de l'État viennent dans certaines entreprises qui ne s'occupent pas bien de leur gestion de déchets, elles peuvent facilement se faire taper sur les doigts. Ensuite, il y a tout ce qui est aide au changement, donc faire de la formation, leur montrer quelles filières peuvent exister à proximité parce qu'ils n'ont souvent pas connaissance en fait, des filières qui existent. Et il y a tout ce qui est éco-exemplarité des acteurs publics. Si les acteurs publics montrent l'exemple et montrent que c'est possible et communiquent sur ça, le monde industriel peut aussi changer dans ce sens-là. Et finalement, le dernier petit point, c'est l'aspect écologique qui peut parfois en faire bouger certains. Donc moi, je travaille sur plusieurs domaines de l'économie circulaire qui sont assez prometteurs sur le papier. Je travaille sur le recyclage, je travaille sur l'allongement de la durée d'usage des produits, des équipements, des matériaux, et ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Je travaille sur l'approvisionnement durable. Quand je vais sur des chantiers, j'essaye par exemple de les faire approvisionner en gravat recyclé plutôt qu'en gravat issu de carrières neuves. Je travaille sur la consommation responsable. J'aide les acteurs publics à avoir un achat en fourniture qui soit plus responsable et avoir des notions plus écologiques aussi. Et enfin, j'essaye sur certains territoires qui permettent de mettre en relation des entreprises qui ont des flux de déchets qui peuvent être en flux de ressources pour d'autres entreprises et qui n'en ont pas forcément connaissance. Et du coup, je suis un peu un levier de communication pour pouvoir faire ça. Et du coup, moi, mon sujet un peu du moment par rapport à tous ces piliers, c'est le réemploi, qui peut influer sur plusieurs de ces piliers. À échelle individuelle, on connaît pas mal le réemploi avec tout ce qui est le montage de plateformes telles que Le Bon Coin, Vinted, Emmaüs, Recyclif pour les livres. Au niveau du vrac, de la consigne, il y a de plus en plus de choses qui se montent aussi chez Biocoop. On a le réseau Rebouteille pour les bouteilles en verre, Cozy pour les cosmétiques. Ça commence à bouger au niveau des ménages. Et tout ce qui est économie de la fonctionnalité, on a Blablacar, on a le Vélove, on a les composts partagés. Il y a des choses qui se font au niveau ménager. Mais pour l'instant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, c'était à peu près 35 millions de tonnes produits par les ménages chaque année. Ici, ce qui est réemployé, c'est quand même minime en termes de quantité par rapport à la quantité de déchets qui est produite. Donc, il y a encore quand même beaucoup d'efforts à faire pour développer tout ça. Au niveau des entreprises, du secteur public, je vous ai mis ici deux objectifs réglementaires, mais en fait, avec les dernières lois qui sont sorties, les entreprises, principalement dans le BTP surtout,
les entreprises et le secteur public qui sont face à beaucoup d'objectifs auxquels ils doivent répondre auprès de l'État et pour lesquels ils doivent faire changer en fait leurs pratiques. Au niveau des services de l'État et des collectivités territoriales, ils doivent acheter dans certaines proportions un maximum de produits recyclés et réemployés. Sur le papier, c'est très joli. Finalement, on va trouver très peu de réemploi et beaucoup plus de recyclage, par exemple du papier recyclé, des choses en fait qu'ils font déjà. Et on a des objectifs de réemploi qui sont de 5% en masse. Et en fait, dans le secteur du BTP, tous les acteurs trouvent ça énorme. En fait. 5% en masse de réemploi, quand on le lit comme ça paraît ridicule, un peu risible, mais c'est ce qu'on doit atteindre. Actuellement, on est à moins de 1%. On doit atteindre ça d'ici 2028. Et en fait, c'est énorme en termes de tonnage, parce que les tonnages du BTP sont énormes. Et donc, il y a un exemple que j'aime bien montrer dans le réemploi, c'est l'exemple de la réhabilitation de la maison des canaux. Donc ça, c'est un projet qui a été mené par la ville de Paris, qui est assez exemplaire dans le bâtiment. Ils ont pu réemployer beaucoup de matériaux qui venaient d'autres chantiers et faire travailler beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui pouvaient réemployer des matériaux. Et donc, par exemple, ils ont 95% de leurs déchets qui étaient liés à l'aménagement, qui ont été réinventés, donc upcyclés plutôt, et recyclés. Donc, on a les chaises qui ont été fabriquées à base de chutes de plastique industriel. Les coussins qui ont été fabriqués à base de toiles publicitaires, d'airbags, de différents tissus industriels qu'ils ont pu trouver. Pour leurs échafaudages, ils ont utilisé des portes de cave qu'ils avaient trouvées sur un autre chantier. Pour leurs murs, ils ont pu directement reconcasser les pavés qu'ils avaient par terre pour les remettre dans le mur qu'ils ont recréé. Dans l'isolation, ils ont utilisé du métis, qui est en fait du vêtement broyé et compacté pour refaire un isolant. Il y a plein de bonnes idées que, du coup, dans lesquelles je pioche pour d'autres chantiers. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des chantiers comme ça. Et donc, en ce moment, on essaye de développer de plus en plus ces chantiers. Mais pourquoi il n'y en a pas plus ? C'est parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait faire ça, qui sait déconstruire les bâtiments de manière sélective. Parce que la main-d'œuvre, elle est trop chère, du coup, on ne la forme pas et on préfère pouvoir tout déconstruire de manière mécanisée, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, les entreprises, comme elles ne sont pas forcément beaucoup payées, elles préfèrent tout déconstruire mécaniquement. Et il y a peu de demandes des différentes maîtrises d'ouvrage qui ont des projets. Il y a aussi des difficultés sur le stockage des matériaux quand on veut les réemployer. Si ça ne passe pas directement d'un chantier à un autre, il faut pouvoir les stocker entre les deux. Et le stockage, ça coûte cher et il n'y en a pas forcément partout. Il y a peu de développement actuellement des ressourceries et des matériothèques. C'est des équilibres financiers qui sont très durs à trouver. Et donc, on essaye de pousser un peu plus pour qu'il y en ait et que ce soit vraiment en gros, les magasins du futur, que ce soit uniquement du réemploi. Les assurances et les garanties pour les matériaux de réemploi, pour l'instant, très peu de monde se penche dessus. Au niveau de la sécurité des personnes, on ne sait pas trop comment assurer les matériaux. Ça pose beaucoup de problématiques dans ce secteur. Et puis, il y a un manque de formation en fait, de tout le corps, de tout le secteur du bâtiment. Les maîtrises d'ouvrage ne sont pas forcément au courant de tout ce qu'elles peuvent faire, tout ce qu'elles peuvent mettre dans les documents de consultation des entreprises. Les maîtres d'œuvre qui gèrent les chantiers, ils ne savent pas forcément quels sont leurs rôles. Les entreprises, elles ne prennent pas le temps d'y réfléchir et elles ne sont pas forcément payées assez pour pouvoir développer ça. Donc, il y a un gros manque à ce niveau-là.
En conclusion, du coup, la gestion des déchets, en fait, c'est un système qui est assez complexe, qui est économique, social et politique. Il y a les entreprises et les citoyens qui ne sont pas toujours au courant de ce qu'ils doivent faire. L'économie circulaire, ça ne se résume pas seulement au recyclage, mais c'est repenser totalement notre système de consommation actuel. Le milieu de la gestion des déchets aussi, pour un jeune ingénieur qui sort d'école, c'est pas forcément un milieu qui est attrayant, c'est pas un milieu dont on lui a parlé et qui peut être un challenge intellectuel pour un ingénieur, alors qu'en fait, on trouve énormément de challenges techniques dans le milieu de la gestion des déchets. Pour finir, la petite phrase que j'aime bien redire à chaque fois, mais bon, je suis face à un public sensibilisé, mais le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et donc, j'essaye un maximum dans mon milieu, même si c'est en fait, mon métier est voué à disparaître, j'espère, parce qu'il y aura de la prévention avant, en fait. Voilà. Merci. Et si vous avez des questions. C'est que la participation au financement de ces organismes-là, elle se réduit uniquement aux sorties que nous on a payées en achetant un meuble. Est-ce que les entreprises vont payer aussi Mais en fait, ça dépend comment l'entreprise la répercute sur ses produits. Normalement, l'entreprise paye une part dans tout ça. Après, là, en ce moment, il y a une REP qui est en train de se mettre en place sur tous les déchets du bâtiment. C'est un peu le gros bouleversement du secteur. L'objectif, c'est que ce soit une reprise gratuite pour tous les déchets des entreprises du bâtiment. Et que du coup, ce soit payé qu'à partir de l'écotaxe qu'on payerait sur l'achat des matériaux, enfin, et que les entreprises, du coup, payeraient aussi sur l'achat des matériaux. Ça bouleverse beaucoup le système du réemploi aussi qui s'est mis peu à peu en place au fur et à mesure des années parce que les entreprises n'auraient plus aucun intérêt à faire développer le réemploi et à mettre du temps et de l'énergie et de l'argent dans le réemploi. Si tous leurs déchets sont repris gratuitement, aucun souci. Mais du coup, en ce moment, le cahier des charges est en train d'être travaillé pour obliger les éco-organismes à avoir un certain taux de réemploi et à être sanctionnés économiquement s'ils n'atteignent pas ce taux de réemploi par l'État. Voilà. Donc, en gros, c'est principalement à notre achat. Je ne sais pas. Peut-être. Oui, je vais là. Alors, par rapport au recyclage des déchets, j'ai vu qu'on est passé de 400 points à 100 points. C'est pas le cas. Sinon, en fait, si on a des déchets, de plus en plus de déchets à ce niveau, on peut pas si en fait on ne réouvre pas ces centres. Ouais, alors il y a eu une prévention qui a été faite, il y a eu de plus en plus de gens qui trient du coup de plus en plus d'orientation des déchets vers de la valorisation. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi eu des constructions d'incinérateurs qui ont pu remplacer du coup ces filières d'élimination. Moi, je sais qu'il y a certaines entreprises qui envoient leurs déchets dans des pays limitrophes qui les acceptent. Ça se fait encore, mais elles arrivent à le prouver dans les conditions technico-économiques du moment qu'elles peuvent faire que ça. En fait, sur certains territoires, c'est d'énormes problématiques parce qu'actuellement, ils ne savent plus quoi faire de leurs déchets. C'est branle-bas combat pour créer des filières de valorisation, pour essayer de sortir tous les biodéchets de la poubelle grise. Voilà, c'est de la prévention. Et en fait, on ne retrouve pas plus de déchets sauvages qu'avant. Donc, finalement, les territoires s'adaptent, quoi. Une remarque, c'est quand vous dites qu'il y a un blocage et un frein sur
sur le réemploi, je me dis est-ce que les statuts du chef, en fait, n'est pas un blocage, parce que enfin, j'ai une anecdote. On a eu l'opportunité d'avoir un ami qui travaillait à la voirie et qui récupérait les pavés qui ne sont plus utilisés dans les rues. À ce moment-là, il doit rentrer dans un circuit absolument, alors que finalement, un pavé reste un pavé très facilement utilisable derrière dans autre chose. Et c'était la croix et la bannière en fait, de faire sortir cet objet et de réemployer. Donc, quand on voit qu'il y a des lois qui passent en disant qu'il y aura dans le service public, je sais pas, un aménagement à hauteur de 20 à 100%, ok, mais je m'emploie sur quoi, puisque de toute façon, le statut est développant. Ouais. Je vais peut-être répéter du coup la question pour les gens qui nous écoutent. Du coup, c'est est-ce que le statut de déchet est bloquant pour le réemploi? Comment surpasser le statut de déchet? En fait, le réemploi implique de s'y prendre longtemps en avance pour identifier les matériaux qui seront potentiellement réemployables. Dans le bâtiment, il y a une nouvelle, une formation qui a été sortie de la loi AGEC, qui s'appelle la formation de diagnostiqueur produits, équipements, matériaux, déchets, qui avant était seulement la formation de diagnostiqueur déchets. En gros, quand un bâtiment va être démoli ou rénové de manière significative, on fait passer un diagnostiqueur pour essayer d'identifier quelle quantité de déchets il y aura pour pouvoir le transmettre ensuite dans le dossier de consultation des entreprises. Maintenant, ça s'est ouvert plus à essayer de déterminer quels matériaux pourront être potentiellement réemployables, quels équipements pourront être potentiellement réemployables, quels produits pourront être potentiellement réemployables et quels déchets seront produits dans tous les cas. Et donc, pouvoir faire ce diagnostic en amont, ça permet de pouvoir identifier des matériaux avant qu'ils passent au statut de déchet et du coup pouvoir faire un réemploi directement. Donc ça, c'est des petites clés en fait réglementaires qui sont en train d'être mises en place, mais ça bug encore à certains endroits. Et effectivement, ce que je disais entre 20 et 100%, c'est principalement sur de la fourniture. Donc ça, on retrouve plutôt les meubles, les ordinateurs. C'est pas forcément sur de la construction de la construction du bâtiment, quoi. Ça aiderait quand même, mais plus 5% de masse aussi. Oui, ouais. Plus on aura 10 ans, plus ce sera facile à atteindre. Ouais. Pourquoi aussi, par ça, quand on Ouais. commence par quelque chose, Après, je suis pas juriste et j'essaye de me pencher un peu sur ces questions, mais il y a quelques clés qui m'échappent. Il y a deux notions qui sont la sortie explicite du statut de déchet et la sortie implicite du statut de déchet. Et dans le cas des pavés, par exemple, on pourrait peut-être définir implicitement qu'il peut sortir facilement du statut de déchet. Mais parfois, ça implique de faire des dossiers administratifs, des démarches, juste pour faire sortir un pavé du statut de déchet, quoi. Ben voilà, exactement. Ouais. Alors, on a deux questions. On a eu ce qui concerne un des premiers slides de la présentation. On a vu l'estimation en masse des différents types de déchets. Est-ce qu'on trouve des informations, voire mieux des infographies, qui le quantifient en coût de retraitement ou encore mieux en coût énergétique de retraitement? C'est-à-dire, tiens, j'ai beaucoup de déchets comme ça, ben, celui-là, il va être facile à traiter, celui-là, il va être horriblement coûteux à traiter, et donc d'avoir, tiens, un composant électronique qui va prendre beaucoup de place de part dans le camembert, il va prendre beaucoup plus de place. Est-ce qu'on trouve ces informations facilement? Alors, mon chef a l'habitude de sortir un exemple qui date de quelques années. On lui avait demandé de faire une étude justement sur le coût énergétique du recyclage de certains matériaux, du bâtiment notamment. Et en fait, au fur et à mesure de l'étude, il s'est rendu compte que le coût énergétique était très important et on lui a demandé d'arrêter l'étude. Voilà. Donc, en fait, c'est des données qui sont difficiles à avoir parce que on s'est dit qu'on avait trouvé la solution, donc il ne faut pas revenir en arrière. Ouais. Du coup, la question, c'est quel est mon avis sur l'export des déchets
Vous avez sûrement dû voir, alors il me semble que c'était en 2016 ou 2017, peut-être plus tard, la fermeture des portes de la Chine aux déchets provenant de l'Europe. Ça a créé beaucoup de remous dans le milieu de la gestion des déchets. On a réussi à trouver des solutions pour beaucoup de déchets. Il y en a encore qui sont envoyés à l'étranger. Après, c'est un peu caché. Moi, mes clients, s'ils en ont, ils ne disent pas trop. Ou sinon, il y en a beaucoup qui peuvent aller en fait en Espagne ou en Italie. Par exemple, en Espagne, ils recyclent beaucoup plus le bois que nous. Et donc, il y a un intérêt en fait en termes de valorisation à les envoyer là-bas. En Italie aussi, il y a ce principe-là. Après, il y a encore des déchets qui sont envoyés en Asie. Ils arrivent à le justifier généralement en disant qu'ils arrivent à trouver que ça qui est pas cher et du coup, ça ferait couler leur entreprise. Enfin, ça serait catastrophique si ils les envoyaient ailleurs. Après, pour le coup, ça, la police environnementale, je ne sais pas grand-chose, mais en termes d'export, c'est vachement plus réglementé et suivi. À moins d'avoir des exports frauduleux. Et là, à ce moment-là, j'ai très peu de visibilité sur ça. Mais j'ai l'impression que dans le milieu des déchets et dans le milieu du bâtiment, on va vers de l'amélioration quand même. Les gens ont de plus en plus une conscience écologique quand même en tant que citoyens et du coup, ça se répercute dans les entreprises. Et du coup, il y a de moins en moins quand même ces exports qui se font. Je parle pour la France. Hein. Après, les autres pays européens, je ne sais pas trop. Et je pense que ça va être compliqué de totalement arrêter ça tant qu'on aura un commerce mondial pour tout, en fait, parce que les déchets rentrent dans ce commerce mondial. Moi, il y a un client qui me disait, mais c'est super, il faut qu'on fasse du réemploi de tables. Bon, même si on n'en veut plus ici, je suis sûre, en Afrique, ils en voudront. Et donc, on va envoyer des conteneurs entiers de tables réemployées pour l'Afrique, sans forcément savoir s'il y a un besoin derrière. Ils arrivent à le justifier comme ça. Mais voilà, pareil sur les vêtements, on retrouve beaucoup ça sur les vêtements, c'est une grosse problématique. Là, les vêtements, pour le coup, il y a une filière REP. La filière REP a beaucoup souffert récemment de tout ça et essaye de plus en plus de contrôler tout ça. Donc, c'est en train de bouger. En fait, on essaye de plus en plus de tracer tous les déchets et d'avoir aussi... le numérique, pour le coup, sert beaucoup à tout ça parce que toutes ces données sont mises en ligne et ensuite suivies par les services de l'État, alors qu'actuellement, les bordereaux de suivi de déchets dont je vous parlais, ils sont dématérialisés depuis cette année, seulement pour les déchets dangereux. Pour les déchets non dangereux, pour l'instant, c'est que du papier, des scans. Moi, quand je demande ça aux entreprises que je suis, elles m'envoient des scans de trucs écrits à la main. Voilà, pour l'instant, c'est encore assez bancal. Et du coup, pour la traçabilité, c'est encore assez compliqué, mais on va vers une amélioration avec une mise en ligne de toutes ces choses-là. Deuxième question. Oui. On a l'impression que c'était plus cher de réemployer des matériaux plutôt que d'aller en chercher d'autres. Est-ce qu'on a quantifié matériau par matériau de combien il faudrait taxer l'utilisation de matériaux pour rendre celui réemployé plus cher, sachant qu'en plus la taxe pourrait financer le traitement? Alors là, c'est très compliqué. J'ai travaillé avec les entreprises d'insertion qui se posent beaucoup cette question de se lancer dans tout ce qui est curage sélectif, déconstruction des bâtiments, parce que c'est de la main-d'œuvre un peu moins chère et du coup, ça serait plus facile pour eux de se lancer dans ce type d'entreprise. Mais comme ça se fait en fait que depuis quelques années, toutes les fiches de retour d'expérience sont très secrètes dans les entreprises.
Donc, on ne sait pas forcément combien de temps prend une dépose de fenêtre. Ça dépend aussi de la fenêtre, si elle est arrondie en haut, si elle est simple vitrage, double vitrage, combien il faut de personnes, combien... Et ça, du coup, au niveau des coûts, en fait, ça ne coûtera pas la même chose aussi que ce soit à Paris ou à Bordeaux. En fait, ça dépend. C'est tellement territorialisé que faire ça sur quelque chose qui est tellement globalisé pour la vente des matériaux d'origine, c'est très dur, quoi. Enfin, pouvoir faire le comparatif entre les deux, c'est quasi impossible. Mm. Moi, j'ai une question. Enfin, ça a l'air, quand tu présentes les choses, on a l'impression que le problème, ce n'est pas le déchet, c'est la réglementation plus le déchet. C'est tout un écosystème presque politique du déchet, en fait, qui pose le problème que le déchet lui-même. Ouais. Et toi, professionnellement, tu as des problèmes techniques ou des problèmes politiques? Je pense que je me heurte plus à des problèmes politiques que des problèmes techniques. Ça veut dire qu'il faudrait pas revoir la formation qui aboutit à ton métier pour intégrer du juridique, du lobbying, des techniques de marketing et de psychologie. Bah, la formation que j'ai faite à l'ANGES, du coup, c'était une formation de 6 mois, enfin, un peu plus de 7 mois. Et là, j'avais des sciences sociales, des sciences techniques, j'avais des professionnels qui venaient nous parler de leur métier. J'avais des politiques qui venaient, enfin, des salariés du milieu politique qui venaient nous parler de comment ça se passait dans leur service. Et en fait, ça m'a beaucoup appris sur comment appréhender les choses avec mes clients actuellement, quoi. Et du coup, effectivement, toutes ces notions-là, quand j'étais en génie mécanique à l'INSA, je ne les avais pas. À la limite, les filières de valorisation, enfin, savoir techniquement qu'on allait pouvoir valoriser du plastique, bon, je pouvais à peu près savoir le faire, savoir concevoir un ensemble de tri. Si j'apprenais un peu plus loin, pouvoir concevoir une installation de stockage, un incinérateur, pourquoi pas. Mais c'est vrai que tout l'aspect politique manque à ce niveau-là, tout l'aspect social aussi, parce que les gens ont une conception propre du déchet. Je suis allée au Sénégal en mission avec mon ingénieur sans frontières quand j'étais encore à l'INSA. Et pour eux, c'était tout nouveau de mettre en place des poubelles chez eux. Et c'était un endroit où il y avait beaucoup de sable, beaucoup de cailloux, il y avait beaucoup de bêtes dans le village. Et les femmes adoraient avoir leur maison super propre. Et donc, elles passaient le balai super souvent. Et leur jardin aussi parfaitement propre. Et du coup, quand elles trouvaient des cailloux qui ne leur convenaient pas dans le jardin, c'était dans la poubelle. Nous, on ne ferait pas ça, on ne mettrait pas un caillou, un gros caillou dans notre poubelle grise. Mais pour elles, c'était un déchet. Et cette conception sociale du déchet est aussi assez particulière, quoi. Ok, merci. Hop. Merci Fiona. Du coup, on va faire une petite pause. Je préviens autant ceux qui sont à distance, du coup. Hop.